Hello everyone! Alors attendez, avant que l'on commence, je dois vous dire quelque chose de très important et désolé pour le fond noir en début de vidéo. Il faut que vous sachiez que cette vidéo a été l'une des plus complexes à produire depuis longtemps. Pas sur le fond, bien sûr, le fond je le maîtrise, mais sur la forme. J'ai dû la réenregistrer, sachez-le, plusieurs fois, reformuler certains passages, allonger des explications qui normalement auraient tenu en quelques mots clairs et directs. Non pas parce que je manquais de précision, bien évidemment, mais parce que certaines formulations simples ne passent pas. Quand on aborde des sujets mêlant exploitation de mineurs, réseau d'influence, reproduction, symbolique religieuse et biologie, le vocabulaire devient un véritable terrain miné, croyez-moi sur parole. Certains mots déclenchent automatiquement des restrictions, des démonétisations, parfois même des blocages. Donc, vous entendrez parfois des détours, des métaphores, je le répète, des circonvolutions qui ne sont pas naturelles dans mon écriture habituelle. Ce n'est pas un effet de style, c'est une contrainte technique. J'ai fait le maximum, les amis, pour préserver la rigueur, la cohérence et la profondeur d'analyse sans tomber dans l'autocensure totale. Mais gardez à l'esprit que sur certains passages, si je parais contourner, c'est parce que la ligne directe n'est absolument plus autorisée. Bon, malgré tout, l'essentiel reste intact. Je m'excuse aussi parce qu'avec la fatigue, il se peut que j'ai ripé sur pas mal de mots. Mais bon, j'aurais fait mon maximum. Maintenant, on peut commencer. Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors cette semaine, je reviens avec l'épisode 2 du système Epstein. Parce qu'il existe des morts qui ferment un dossier et d'autres qui le transforment en fracture permanente. La mort de Jeffrey Epstein appartient clairement à la seconde catégorie. Si j'y reviens aujourd'hui, ce n'est pas pour recycler un mystère vieux de 5 ans, rassurez-vous, mais parce que les dernières vagues de plus de 3 millions de pages rendues publiques dans le cadre des dossiers Epstein viennent de remettre en lumière, vous allez le voir, des éléments procéduraux et documentaires qui obligent clairement à relire cette nuit d'août 2019 sous un angle plus large. Parce que rappelez-vous, et c'est ce qu'on verra dans notre acte 1, le 10 août 2019, à l'aube, dans une cellule du Metropolitan Correctional Center de Manhattan, l'homme au centre du scandale S le plus explosif de l'époque contemporaine est retrouvé pendu avec des draps. Officiellement, l'affaire aurait dû se clore ce jour-là. Officiellement, cette affaire n'a jamais cessé de s'ouvrir. Par contre, avant de poursuivre et d'entrer dans le cœur du sujet et de cette enquête, je vais faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé devoir faire dans un dossier de cette gravité. Parce que là, maintenant, tout de suite, nous allons parler de prononciation. Oui, de prononciation, qui l'aurait cru, mais je suis obligée. Parce qu'en effet, sous l'épisode précédent, une grosse partie des commentaires a mis plus d'énergie à faire la police du in et du ain qu'à regarder les pièces, les flux, les structures, les indices, les anomalies, bref, la totalité des recherches. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. Survivors of Jeffrey Epstein. The Epstein files were Dear Jeffrey Epstein. Full Epstein account. The government was ready to charge Jeffrey Epstein Of the Epstein files. You're running a massive Epstein cover-up. Alors, Jeffrey Epstein est né à New York en 1953. Dans l'usage américain, médias, tribunaux, enregistrements, archives, son nom est prononcé Epstein. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une lubie, c'est l'usage dominant partout où l'affaire a existé avant de devenir un feuilleton français. Parce que oui, depuis 2008, depuis ses premières accusations, on dit Epstein. Son entourage le prononce ainsi, les journalistes américains le prononcent ainsi, les chaînes britanniques le prononcent ainsi, lui-même le prononçait ainsi, le monde entier littéralement finalement le prononce ainsi. La version Epstein germanisé est essentiellement une habitude francophone, sachez-le. Autrement dit, il n'y a qu'en France que cette polémique existe, n'en déplaise aux rageux. Qu'on m'explique sérieusement en quoi prononcer Epstein russifierait le nom d'un citoyen américain né à Brooklyn, dont la famille est installée aux États-Unis depuis des générations et dont la prononciation est identique dans l'ensemble du monde anglophone. À ce stade, ce n'est plus une correction linguistique, que ce soit clair, c'est une construction imaginaire. Et puisqu'on en est là, rappelons une évidence que certains semblent bien ignorer aussi. À peine une fraction des noms russes se termine en in. Et si l'on avait réellement voulu russifier quoi que ce soit, on aurait logiquement glissé vers des sonorités en ov, f,
etc., qui constituent la majorité des patronymes slaves. Faire croire qu'un simple in final suffirait à transformer un nom new-yorkais du XXe siècle en patronyme moscovite relève moins de la linguistique, je le répète, que de la fantaisie ou de la folie furieuse. Quant à l'argument selon lequel prononcer Epstein servirait à dissocier le nom de ses obédiences ou de son héritage religieux supposé, il est tout aussi absurde. Un nom propre ne dissout ni ne protège aucune conviction, aucune filiation, aucune réalité factuelle, d'accord? Les faits sont documentés depuis 2008, les affiliations ont été analysées, les réseaux ont été exposés, la phonétique n'efface rien, ne révèle rien, ne protège rien, elle ne change strictement rien au fond du dossier. Alors permettez-moi, à ceux qui sont venus me polluer, une question bien simple. Qui en France vous met ce type d'idée dans la tête? Qui vous convainc qu'une syllabe est plus importante que des millions de pages de documents judiciaires? À force de transformer un débat linguistique secondaire en polémique centrale, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous contribuez exactement à ce que le système adore, diluer, détourner, neutraliser les vraies interrogations. Je vous le dis, franchement, voir des centaines puis des milliers de commentaires s'acharner sur une voyelle pendant que les éléments structurels du dossier sont complètement passés au second plan, ça m'a sidéré. À un moment, j'ai même envisagé, je vous le dis très honnêtement, de ne pas traiter le sujet, de ne pas faire d'épisode 2, tant l'énergie dépensée à corriger une prononciation dépassait celle consacrée à comprendre l'architecture du pouvoir que ce dossier révèle. Si je le fais malgré tout aujourd'hui, c'est parce que certains d'entre vous, mes premiers abonnés presque, ceux qui travaillent vraiment les dossiers, ceux qui attendent une analyse de fond, m'ont rappelé que ce travail devait être fait. Merci PA, merci les L et merci les autres. Je vais donc continuer à dire Epstein. Non pas par provocation, mais parce que c'est ainsi que son nom est prononcé dans le pays où l'affaire s'est déroulée, dans le pays où je fais mes recherches, dans le pays où je vis. Et si l'on pouvait cette fois consacrer l'énergie collective à l'architecture du système plutôt qu'à une voyelle, nous gagnerons, croyez-moi sur parole, tous en profondeur d'analyse. Donc, on avance. Cet épisode n'est pas une redite du premier. Je ne vais pas refaire le catalogue des horreurs, surtout que moi j'en parle depuis 5 ans sur ma chaîne, ni relister ce que vous savez tous déjà. Ce que je vais faire, c'est entrer dans la mécanique. Parce que ce qui sort aujourd'hui ne prouve pas seulement des crimes. Cela dessine clairement une logique terrifiante. La vraie question est donc la suivante. Comment un homme a-t-il pu opérer pendant des années au croisement de réseaux scientifiques, financiers et politiques de très haut niveau, puis disparaître sans que la structure qui l'a rendu possible ne s'effondre avec lui? Parce qu'on vient de le voir, une architecture ne meurt pas. Ce que révèlent ces documents, c'est une continuité scientifique, une continuité financière, une continuité idéologique. Ce que je vous propose aujourd'hui, les amis, ce n'est pas de revisiter un scandale, c'est de suivre cette logique. Parce que lorsque l'homme disparaît, mais que la matrice reste intacte, la vraie enquête ne commence pas sur une corde dans une cellule. Elle commence dans ce qui a survécu. Mais nous allons y aller step by step. Alors installez-vous confortablement, on y va, on y go, et c'est maintenant. Petit rappel bref des faits. Le 10 août 2019, à 6h30 du matin, Jeffrey Epstein est déclaré mort au Metropolitan Correctional Center de Manhattan. Officiellement, il se serait donc pendu avec des draps noués autour de son cou. Le rapport médico-légal conclut à quelqu'un qui a mis fin à ses jours lui-même. Je peux pas dire le mot. En théorie, le dossier aurait dû se refermer là. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Sauf que ce dossier ne s'est jamais réellement refermé. 5 ans plus tard, donc, chaque nouvelle publication, chaque correction, chaque pièce ajoutée au corpus documentaire ravive la même interrogation. Non pas parce qu'un public fantasque refuserait la version officielle par principe, mais parce que cette version continue de coexister avec une accumulation d'irrégularités qui ne disparaissent pas avec le temps. Et on vient de le voir.
On découvre que donc les caméras ne filmaient pas l'intérieur de la cellule, elles couvraient le couloir adjacent. Dans la séquence rendue publique, 1 minute manque. L'interruption est attribuée à un redémarrage automatique quotidien du système d'enregistrement. Techniquement, un tel reset est possible. Structurellement, il survient au pire moment imaginable, celui de la mort du détenu le plus sensible du pays. Ce n'est pas l'existence d'un redémarrage des vidéos qui interroge, c'est quand même sa coïncidence qui tombe drôlement à pic. À cela s'ajoute l'absence de ronde conforme au protocole. Les registres auraient été complétés a posteriori. Des poursuites ont été engagées puis abandonnées. Un premier incident quelques semaines plus tôt avait déjà été signalé, tour à tour présenté comme tentative de suicide ou agression. Aucune séquence vidéo complète et incontestable n'a jamais permis de trancher définitivement. Pris séparément, tous ces éléments qu'on nous a jetés au visage pourraient relever de la négligence. Pris ensemble, ils produisent une architecture d'approximation autour d'un détenu qui ne relevait précisément pas de l'approximation. Puis viennent les échanges internes révélés ultérieurement dans ces fameux 3 millions de pages, des drafts de communication circulant en amont de l'annonce officielle du décès. Oui, les autorités évoquent des procédures anticipées. Dans ce dossier où chaque détail est sensible, la temporalité de ces échanges devient elle-même un facteur de suspicion. Dans une affaire ordinaire, personne n'y verrait un problème, encore que, mais dans celle-ci, ça devient vraiment signifiant. À partir de 2025 puis 2026, les vagues massives de publications du Department of Justice sont présentées comme un tournant de transparence. Je le répète, plus de 3 millions de pages rendues publiques sur un total identifié de 6 millions, ça donne le tournis. Des milliers de pièces jointes, des métadonnées, des enregistrements, des listes de contacts, des éléments saisis lors des perquisitions. Le volume est vertigineux. J'ai expliqué dans ma vidéo pourquoi c'est comme ça. Mais certaines publications, on vient de le voir, sont corrigées, partiellement retirées, reclassifiées par erreur technique ou protection des victimes. Ces justifications sont recevables. Elles sont même nécessaires. Pourtant, dans un dossier déjà marqué par des défaillances initiales, chaque modification postérieure alimente l'idée d'un contrôle narratif plus que d'une exposition brute. Ce n'est pas la dissimulation qui est prouvée, c'est l'instabilité informationnelle de ce dossier. Et cette instabilité entretient mécaniquement 3 hypothèses concurrentes. La première est celle du fameux « il s'est tué lui-même », un homme confronté à la perspective d'une condamnation lourde qui mettrait fin à ses jours. D'ailleurs, dans cette théorie de « il aurait mis fin à ses jours lui-même », il y a un autre angle qu'on aborde rarement, le profil psychologique du gars qui, pour moi, en soi, est un aveu que cette théorie-là est celle qui tient le moins la route. On parle quand même d'un homme décrit par de nombreux témoins comme manipulateur, froid, stratégique, obsédé par le contrôle, par la domination, par la gestion des rapports de force. Donc un profil présentant des traits fortement antisociaux et narcissiques. Ce type de personnalité fonctionne sur la maîtrise, la supériorité, la manipulation de l'environnement, ce qui pose en fait une question hyper simple. Un individu, pour moi, avec un vrai profil de psychopathe, dont la dynamique centrale est le contrôle total, comment un tel individu accepte-t-il facilement une sortie par l'autodestruction? Parce que ce genre de sortie, j'espère que vous comprenez, suppose un abandon final de contrôle. Or, chez les personnalités dominantes à forte structure narcissique, la perte de statut peut provoquer effondrement ou rage. Mais l'auto-annihilation n'est pas le mécanisme psychique le plus fréquent. Pour moi, ça, c'est un peu une preuve, parce que c'est vraiment une incohérence comportementale qui mérite d'être interrogée. La seconde est celle d'une neutralisation stratégique. Un individu devenu trop risqué pour trop d'acteurs et réduit au silence avant toute négociation. Cela pourrait être aussi entendable. Rappelez-vous, en 2019, l'autopsie officielle de Jeffrey Epstein avait été conduite par le bureau du médecin légiste de New York, qui avait conclu à l'époque à un S par pendaison. Cette conclusion est celle qui figure dans le rapport final, que ce soit clair. Mais lors de cette autopsie était également présent le docteur Michael Baden, ancien médecin légiste en chef de New York, mandaté, lui, par la famille. Dès l'époque, Baden avait exprimé publiquement une réserve majeure. Selon lui, les fractures observées au niveau de l'os hyoïde et des cartilages laryngés étaient, dans son expérience médico-légale, plus compatibles avec une strangulation qu'avec une
une pendaison classique. Cette divergence, sachez-le, à l'époque, n'avait même jamais été intégrée à la conclusion officielle. Aujourd'hui, par contre, cette analyse revient dans l'espace médiatique. Le docteur Baden réaffirme que les lésions constatées correspondent davantage, dans sa pratique, à un mécanisme de compression externe du cou qu'à une suspension volontaire. C'est une divergence médico-légale explicite qui existait donc pas depuis hier entre la conclusion institutionnelle et l'avis d'un ancien chef du service médico-légal de la même ville. Et lorsqu'une telle divergence s'ajoute à une minute manquante, à des caméras défaillantes, à des rondes non effectuées, à des communications anticipées, on ne peut plus parler simplement d'un dysfonctionnement. On parle ici d'une accumulation. Parce que ceux qui continuent à croire que pris séparément, ces éléments pourraient relever de la négligence, je le répète, vous êtes un petit peu naïf. Parce que derrière, c'est pas tout. Derrière viennent les échanges internes révélés ultérieurement. Des drafts de communication circulant en amont de l'annonce officielle du décès. Comprenez, la mort d'Epstein avait été annoncée un jour avant. Les autorités, pour expliquer ceci, évoquent des procédures anticipées. C'est plausible dans l'absolu, mais qui y croit encore ? La troisième, plus spéculative, évoque une mise en scène ou une extradition. Elle demeure minoritaire, mais elle prospère précisément dans les zones où la certitude factuelle n'a jamais été totale. Et c'est précisément dans ces zones d'incertitude que d'autres hypothèses ont prospéré. Depuis plusieurs mois, des images circulent, comme vous êtes en train de le voir. Des photographies prises à l'étranger, certaines prétendument en Israël, montrant un homme dont les traits rappellent troublamment ceux de Jeffrey Epstein. Les comparaisons visuelles abondent. Implantation capillaire, ossature du visage, posture. Les discussions sont vives. Certains y voient une ressemblance banale, d'autres parlent d'une continuité dérangeante. Je ne vous présente pas ces images comme une preuve, attention. Je constate qu'elles existent et qu'elles circulent avec insistance. Pareil, autre élément qui a alimenté la spéculation de Jeffrey Epstein est potentiellement vivant, c'est l'apparition supposée d'un compte lié à son nom dans l'univers du jeu en ligne Fortnite fin 2025. Des internautes ont relevé une activité, ont rapproché des pseudonymes, ont rappelé qu'Epstein avait déjà utilisé des plateformes numériques par le passé, y compris sous des identités controversées. Les discussions ont explosé sur Reddit et Insta et X. Était-ce un homonyme, une usurpation, une manipulation ou toute autre chose. Parce qu'il est clair qu'Epstein était un fan de Fortnite et qu'il y jouait beaucoup. Le fait qu'il y ait toujours une activité via un profil qui a été identifié comme étant le sien à l'époque est clairement perturbant. À ce stade, personne, bien évidemment, ne peut affirmer quoi que ce soit avec certitude. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant la véracité immédiate de ces éléments que leur persistance. Car ces théories ne naissent pas dans le vide. Elles prospèrent dans un environnement où la confiance institutionnelle est déjà fracturé. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Lorsque la mort d'un détenu aussi sensible est entourée d'anomalies techniques, de discontinuité procédurale et d'instabilité documentaire, chaque zone grise devient un terrain fertile pour des hypothèses alternatives. Du coup, beaucoup de questions émergent, beaucoup de questions sans réponse, beaucoup de théories. À titre personnel, sachez-le, je considère que l'hypothèse du « il s'est tué » est la moins cohérente au regard de l'ensemble du contexte. Parce que ce soit clair, Jeffrey Epstein avait déjà démontré sa capacité à obtenir des accords judiciaires improbables. Il comprenait la valeur transactionnelle de l'information. Il évoluait dans un réseau où la compromission était une monnaie. Sa trajectoire entière repose sur la conservation du levier. Un acteur donc structuré par le contrôle ne disparaît pas au moment où son pouvoir d'échange atteint son maximum. C'est ce point qui transforme sa mort en événement stratégique. Car si cette disparition ne relève pas uniquement d'un effondrement individuel, alors elle protège nécessairement quelque chose. Et pour comprendre ce que cette mort empêche, il faut examiner ce qui derrière le scandale S constituait peut-être la véritable infrastructure du pouvoir. C'est ici que le dossier change de dimension. Lorsque CNN publie début février 2026 un article détaillant des factures et des emails issus des dernières vagues de documents déclassifiés, un détail passe presque inaperçu dans le tumulte médiatique. En juin 2014, Jeffrey Epstein a payé pour faire séquencer des parties de son propre génome. Les documents citent une facture liée à un projet interne, parfois désigné comme le projet Vénus.
et mentionne des échanges avec Joseph Takuria, médecin associé au Massachusetts General Hospital et en lien avec le Harvard Personal Genome Project. Selon les invoices d'IOG 2026 rapportées par CNN et reprises par Anadolu Agency, Epstein aurait fourni un échantillon biologique et réglé plusieurs milliers de dollars pour des analyses génétiques personnalisées. Ce ne sont pas des spéculations issues d'un forum obscur, ce sont des pièces intégrées aux documents rendus publics. Et ça interpelle. Les échanges évoquent des discussions autour de la longévité, de la médecine régénérative, de la compréhension des facteurs génétiques influençant la durée de vie. Il est également question d'une infrastructure bioinformatique destinée à analyser des profils génomiques plus larges. On parle de séquençage, de cartographie génétique, d'optimisation biologique. Le point central n'est pas l'acte technique, le point central est l'orientation intellectuelle. Depuis le début des années 2000, Epstein ne se contente pas d'effectuer des dons ponctuels à des universités prestigieuses. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Il s'insère en fait dans des cercles scientifiques fermés. Harvard, MIT, laboratoires privés, conférences restreintes. Après sa condamnation de 2008, ses relations ne disparaissent pas immédiatement. Des enquêtes internes ultérieures ont montré que certains financements ont continué à circuler via des intermédiaires, parfois requalifiés administrativement pour éviter d'associer publiquement son nom à des dons post-condamnation. Ce qui intrigue n'est pas la philanthropie. La philanthropie, on a bien compris que c'était leur pivot. C'est la cohérence des domaines financés. Neurosciences cognitives, biologie évolutive, études sur l'intelligence, recherche sur le vieillissement, optimisation des performances humaines. Dans plusieurs enquêtes journalistiques publiées avant même les releases de 2026, des interlocuteurs rapportent qu'Epstein évoquait régulièrement l'idée d'ensemencer la race humaine. Il aurait parlé de transmettre son patrimoine génétique à grande échelle, parfois en lien avec son ranch du Nouveau-Mexique. Le New York Times avait déjà mentionné ces propos dans des investigations antérieures. Les nouvelles publications relient désormais ces déclarations aux emails documentant son intérêt concret pour le séquençage génétique personnel. Dans certains échanges, le terme « génétique altruisme » apparaît. Cette expression renvoie au débat en biologie évolutive popularisé notamment par Richard Dawkins dans The Selfish Gene en 1976. L'idée centrale de cet ouvrage est que les gènes, et non les individus, constituent l'unité fondamentale de sélection dans l'évolution. L'organisme devient un véhicule temporaire au service de la reproduction du code génétique. Les comportements altruistes peuvent s'expliquer non par une morale désintéressée, mais par la propagation indirecte d'un patrimoine biologique partagé. Transposée dans une logique de pouvoir et de narcissisme extrême, cette théorie peut basculer vers une obsession. Prolonger son code, le multiplier, l'inscrire dans la durée comme une forme d'héritage supérieur. Lorsque ce vocabulaire apparaît dans des échanges associés à Epstein, il ne s'agit pas d'une métaphore vague. Il s'inscrit dans un champ théorique précis. Reproduction, transmission, hiérarchisation biologique, optimisation. À cela s'ajoutent des fragments de journaux intimes, contenus dans les Epstein Files eux-mêmes, inclus dans les millions de documents rendus publics. Ces journaux, attribués à des mineurs, évoquent des grossesses, des enfants retirés, un sentiment d'avoir utilisé comme simple vaisseau, c'est-à-dire comme réceptacle biologique. Certaines formulations mentionnent un supérieur Jane Paul. Ces expressions figurent dans des documents publiés. Elles ne proviennent pas d'un blog ni d'un commentaire en ligne. Elles sont issues des pièces versées au dossier. Lorsque des écrits traumatiques parlent de reproduction et de dépossession et que parallèlement des emails montrent un intérêt actif pour la cartographie génétique, la longévité et la transmission biologique, il ne s'agit plus d'une coïncidence anecdotique. Il s'agit d'une convergence. Ajoutons un élément contextuel majeur. Les années 2010 voient l'essor assumé d'un transhumanisme dans certains cercles technologiques et académiques. Le transhumanisme défend l'idée que l'être humain peut être amélioré, augmenté, optimisé grâce aux biotechnologies, à l'édition génétique et aux interfaces connectives. En 2018, l'affaire des embryons génétiquement modifiés en Chine par le chercheur Yi Jiankui a démontré que la modification embryonnaire n'était plus un débat théorique, mais une expérimentation réelle. Dans ce climat, l'intérêt d'Epstein pour la génétique ne relève plus d'une curiosité marginale. Il s'inscrit dans un moment historique où la biologie devient un enjeu stratégique global, où le code génétique devient un capital et où la sélection peut être présentée comme optimisation. Et c'est ici que la lecture change clairement
de nature, puisque nous parlons dorénavant d'eugénisme. L'eugénisme contemporain ne se présente plus sous la forme d'un programme d'État brutalement assumé. Il se déplace dorénavant vers la sphère privée, vers la biotechnologie financée par des capitaux indépendants, vers des cercles où l'on parle d'augmentation et de performance plutôt que de hiérarchie raciale. On ne parle plus de purification, on parle d'amélioration. Et ça commence à faire très peur. Si l'on relie les éléments, l'obsession déclarée pour la reproduction, les financements ciblés, le séquençage personnel documenté, le vocabulaire évolutif employé, les journaux évoquant la reproduction et la dépossession, alors l'hypothèse d'une vision eugéniste modernisée cesse d'être périphérique. Elle devient une grille de lecture cohérente. Epstein apparaît alors non plus seulement comme un prédateur S, mais comme un acteur cherchant à se positionner à l'intersection de 3 sphères, la compromission intime, la science du vivant et la finance de long terme. Et lorsqu'un individu obsédé par le contrôle des corps s'intéresse au contrôle des gènes, la nature du scandale change radicalement. Dans cette configuration, sa mort ne protège pas seulement des noms embarrassants, elle interrompt potentiellement une trajectoire. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée on point. Et c'est précisément à cet endroit que la question du renseignement cesse aussi d'être périphérique pour devenir structurelle. Vous l'avez compris, il n'est plus nécessaire de revenir sur la nature des crimes. Ils sont établis, documentés, archivés, maintenant tout le monde en parle, et notre communauté, en plus, n'a pas attendu 2026 pour comprendre l'ampleur du scandale. Ce qui nous intéresse désormais n'est plus la preuve de la prédation. Elle est actée. Ce qui nous intéresse, c'est la direction qu'elle prenait. Moi, toutes les horreurs, vous les retrouvez dans les vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet en barre de description. Car à un certain niveau de pouvoir, l'abus ne relève plus uniquement de la pulsion. Il devient architecture, il devient méthode, il devient projection. Et c'est ici qu'un angle demeure étrangement sous-analysé dans l'affaire Epstein. La reproduction. Lorsque les documents rendus publics confirment qu'en 2014, Jeffrey Epstein finance le séquençage de son propre génome, il ne s'agit pas d'un caprice technologique. Le séquençage génétique n'est pas une curiosité, c'est un outil de cartographie du code biologique, une lecture du patrimoine transmissible. Il permet d'identifier des variants, des prédispositions, des marqueurs. Il transforme l'hérédité en données exploitables. Dans le même corpus documentaire apparaissent des formulations qui ne révèlent pas du simple fantasme verbal. Ensemencer la race humaine, génétique altruisme, supérieur gene pool. Ces expressions ne flottent pas dans le vide. Elles appartiennent à un vocabulaire précis, issu de la biologie évolutive et des débats sur la sélection, la transmission, la hiérarchisation des traits. Lorsqu'un individu parle de reproduction en termes de diffusion stratégique de son propre code, il ne parle plus de sexualité, il parle d'héritage biologique. Or, dans les journaux intimes contenus toujours dans ces fichiers, certains passages justement évoquent des grossesses, des enfants retirés, l'impression d'avoir utilisé, je vous le disais, d'avoir été utilisés comme des vaisseaux, comme des réceptacles. Ces mots ne sont pas des interprétations médiatiques, ils sont dans les documents, noir sur blanc. Ils coexistent avec des emails sur le séquençage, avec les discussions sur la longévité, avec l'obsession déclarée pour la transmission. Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait sembler périphérique. Ensemble, ils dessinent une cohérence qu'on ne peut plus nier. Le pouvoir S est un contrôle du présent. Le pouvoir reproductif est un contrôle du futur. La prédation ici devient autre chose qu'une déviance. Elle devient expérimentation de domination biologique. Contrôler le corps d'autrui, contrôler sa capacité à enfanter, contrôler la destination de cet enfant revient à s'inscrire dans une logique de sélection. Non plus simplement jouir du pouvoir, mais le projeter. C'est là que notre affaire bascule vers une dimension idéologique. Parce que rappelons-nous, l'eugénisme du XXe siècle était brutal, étatique, assumé. Il parlait de purification, de hiérarchie raciale, d'élimination. L'eugénisme contemporain, lui, ne se présente plus ainsi. Il se dissimule derrière le vocabulaire de l'optimisation, de l'amélioration, de la performance, de l'augmentation. Il circule dans les laboratoires privés, dans la Silicon Valley, dans les cercles transhumanisme qui évoquent l'édition embryonnaire, l'allongement radical de la vie, la sélection des traits cognitifs comme une évolution inévitable. Epstein évoluait précisément dans ces cercles. Et ça,
On ne le note pas assez. Il finançait neurosciences, biologie évolutive, recherche sur l'intelligence et le vieillissement. Il participait à des conférences fermées où l'humain était pensé comme système perfectible. Lorsque cette orientation intellectuelle rencontre une infrastructure de contrôle S, la question cesse d'être morale. Elle devient stratégique. Et si la prédation n'était pas seulement un moyen de domination immédiate, mais un terrain d'expérimentation sur la transmission? Et si la reproduction devenait l'extension ultime de son pouvoir? Dans cette grille de lecture, le ranch isolé du Nouveau-Mexique cesse d'être un simple refuge excentrique. Il devient un espace de projection, un lieu où l'isolement permet d'imaginer la continuité sans interférence. Les discours rapportés sur la volonté d'engendrer un grand nombre d'enfants, les références à la diffusion génétique, les journaux évoquant des grossesses ne forment plus des anecdotes dispersées. Ils convergent vers une idée centrale: perpétuer. La domination S détruit, la domination reproductive remplace. Et lorsqu'un individu observé par le contrôle des corps s'intéresse au contrôle des gènes, le scandale change d'échelle. Il ne s'agit plus seulement d'abus, il s'agit d'une tentative d'inscription biologique dans le futur. Cela ne nécessite pas un programme officiel tamponné par un État. L'eugénisme moderne peut être privé, diffus, fragmenté. Il peut exister comme vision idéologique avant même de devenir infrastructure opérationnelle. Ce qui compte, ce n'est pas la preuve d'un laboratoire clandestin, on n'en est plus là. Ce qui compte, c'est la cohérence des indices. Vocabulaire génétique, obsession de transmission, écrits évoquant la reproduction forcée, insertion dans des milieux où l'amélioration humaine est débattue comme horizon légitime. Et tout ça, c'est complètement passé à l'as. La prédation devient dorénavant une matrice. Une matrice où l'enfant n'est plus seulement victime, il devient enjeu. Et c'est ici que l'affaire Epstein révèle peut-être sa dimension la plus dérangeante. Le pouvoir ne se contente plus d'exploiter les corps. Il envisage leur descendance comme ressource. Et c'est là que nous, on va toujours plus loin. Si cette hypothèse est juste, alors la mort d'Epstein ne protège pas uniquement des secrets S, elle interrompt une trajectoire idéologique. Elle empêcherait que cette vision, qu'elle soit fantasmique ou structurée, ne soit interrogée publiquement par celui qui en détenait la clé. Il fallait le faire disparaître. Et à partir de là, la question change encore. Nous ne sommes plus seulement face à un scandale S historique et purement ça. De toute façon, nous, le scandale S, on en parle depuis 2008-2020. Nous sommes ici face à une interrogation sur la manière dont certaines élites envisagent la biologie comme territoire de pouvoir. Non plus dominer un système, mais littéralement façonner l'espèce. Et c'est précisément cette dimension qui nous oblige à aller bien plus loin. Parce que je le répète, nous, sur ma chaîne, tout ce qui est tunnel, tout ce qui est connecté au rituel occulte, tout ce qui dénonçait ce qui arrivait à ces pauvres enfants, on l'a débattu, on en a parlé. Je n'affectionne pas particulièrement de revenir sur ces sujets, mais par contre, avant, pareil, de venir m'agresser en disant que je n'aborde pas le cœur du sujet, alors que sur ma chaîne, on en parle, pour ma part, depuis 2020, et dans les sphères dites complotistes, depuis 2008, depuis la première accusation de Epstein, vous me faites doucement rire. Nous, juste, on est en avance. Donc ça, on l'a traité. Je vous mets les liens en barre de description. Allez voir si ça vous intéresse, parce que vous aurez tous les détails qui sembleraient que vous découvriez aujourd'hui. Bon, vous verrez qu'ils existent depuis bien longtemps. Et je le répète, même l'histoire des tunnels, etc., etc. Donc laissez-nous avancer. Récupérez votre retard. De toute façon, mes vidéos seront bien disponibles et continueront à être disponibles. Et quand vous y arriverez d'ici 2-3 ans, bon ben voilà, petit à petit, vous allez finir par rattraper votre retard. Mais quant à nous, on plonge un peu plus loin dans ce qu'on a compris. Parce que si ils ont essayé de nous noyer sous plein de documents pour qu'on évite justement de trouver les fils conducteurs, moi j'en ai trouvé un beau, un gros, et j'entends bien en parler avec ma communauté. On continue pour ma communauté à avancer. Dans les profondeurs des documents déclassifiés, un mot banal a surgi avec une fréquence qui, selon moi, défiait toute proportion. Jerky. Jerky, c'est des morceaux de viande séchée, faut le savoir. Et ce mot surgit pas une fois, pas 10 fois, des centaines de fois. Et Jeffrey Epstein ne mentionne pas ce produit comme une préférence alimentaire. Les échanges révèlent une véritable obsession logistique. Il écrit qu'il est very, very annoyed, très ennuyé, parce qu'il has no jerky again, parce qu'il n'a pas de jerky encore. 2 livres doivent être expédiés immédiatement. C'est ce qu'il demande. Dans un autre échange, un assistant précise qu'il est en train de walk over jerky vers le bureau de Léon Black,
milliardaire à la tête d'un fonds de plusieurs milliards. On ne parle pas ici d'un encas oublié dans un tiroir, on parle d'une livraison organisée comme un dossier sensible. Les emails montrent une gestion constante des stocks de jerky, rupture inacceptable, production continue, transport vers Paris, vers l'Afrique, vers Little St. James. Sur l'île, il y a même un déshydrateur alimentaire qui est installé pour produire du jerky sur place. Le chef Francis Derby, anciennement lié à un restaurant new-yorkais nommé The Cannibal, forme les équipes à sa fabrication. Puis, le 4 juin 2019, quelques semaines avant l'arrestation, ordre est de jeter le déshydrateur. Le produit, pourtant, jerky, théoriquement stable des mois à température ambiante, est pourtant, dans leur cas, transporté en sac isotherme avec glace. Il est stocké au congélateur, il fait l'objet d'analyses en laboratoire, alors qu'ici, tu en trouves dans tous les magasins, toutes les stations-service posées comme ça. Un échange montre un interlocuteur proposant d'envoyer 6 à 8 onces de precious meat, viande précieuse, à un laboratoire après qu'un chien en ait consommé. Un autre email évoque explicitement l'analyse de l'eau spécifique. Ce n'est pas une demande nutritionnelle générique, c'est un suivi. Pourquoi analyser une viande séchée industrielle dont la composition est connue, reconnue et en vente de partout aux États-Unis? Pourquoi congeler un produit conçu pour ne pas l'être? Pourquoi maintenir une chaîne logistique internationale autour d'un aliment supposément banal? Pourquoi détruire l'outil de production à la veille d'une intervention judiciaire? Ces éléments ne sont pas extrapolés, ils figurent dans les communications publiées. Vous les avez vus, je vous les ai mis en visuel. Le point n'est pas l'existence d'un produit alimentaire, les jerky ici, il y en a partout. Le point est la disproportion organisationnelle, financière et logistique autour de ce produit. Elle est visible, elle est documentée, elle est persistante et elle ne peut pas être anodine. Et replacée dans l'architecture générale du dossier, cette anomalie prend une autre dimension. Nous parlons d'un homme qui finance, je le répète, le séquençage de son génome en 2014, qui parle d'ensemencer la race humaine, qui emploie le vocabulaire de supérieur gene pool, dont les dossiers contiennent des écrits évoquant grossesse, retrait d'enfants, instrumentalisation reproductive, qui investit dans des cercles scientifiques travaillant sur la longévité et l'optimisation biologique. Et dans cet univers mental, forcément, la chair n'est pas neutre. Elle est matière première. Elle est vecteur de pouvoir, elle est instrument. Et là, on les a tous, quoi. L'hypothèse d'un code ne naît pas d'un fantasme collectif, mais d'une tradition criminelle documentée. Les réseaux utilisent des mots ordinaires, vous le savez, pour désigner des réalités compromettantes. Ici, ce n'est pas que le mot qui choque, c'est aussi son environnement. Pareil pour pizza, les gens qui n'ont pas compris pour pizza, ça me flingue. Un homme obsédé par la reproduction et la transmission biologique, qui consomme massivement un produit dérivé de chair, qu'il fait analyser, congeler, transporter comme une substance sensible et dont il ordonne la destruction de l'outil de production juste avant son arrestation, ne se situe pas dans une banalité alimentaire comme j'ai entendu certains l'avancer. Il se situe au contraire, mais ça c'est mon analyse, dans une cohérence troublante. Ce détail, il est surtout structurel. Et dans un dossier où la domination passe par le corps, par la reproduction et par l'exploitation, la matérialité même de la chair devient une variable du pouvoir. La question n'est pas de prouver une consommation interdite, encore que vous avez vu sa tête toute déformée. Il faut savoir quand même que c'est une maladie liée au cannibalisme. La question, mais quand même, est de comprendre pourquoi ce mot banal apparaît comme une tâche récurrente au cœur d'un système déjà centré sur la biologie, la reproduction et le contrôle. C'est un peu des questions rhétoriques parce que nous, sur ma chaîne, on connaît un peu la réponse. Dans une architecture de pouvoir, les obsessions ne sont jamais accidentelles. Elles sont révélatrices. Et ça, question révélation, on en a une belle. Les vagues successives de publications du Department of Justice ont été présentées comme un geste de transparence historique. Plus de 3 millions de pages rendues publiques, des emails internes, des factures, des journaux, des supports numériques saisis, des métadonnées issues des perquisitions, des messages qui n'ont rien à voir. L'ampleur est réelle.
Mais comme je vous le disais dans l'épisode 1, l'architecture globale demeure absente. Aucun rapport consolidé ne relie de manière transversale les flux financiers, les partenariats académiques, les réseaux politiques et les projets scientifiques. Le matériau est diffusé, il n'est pas structuré. Quand en plus il est noyé avec des fausses polémiques autour de certaines prononciations, s'il vous plaît, quoi. Cette distinction est essentielle. Une masse documentaire ne constitue pas une vision stratégique. Elle produit un effet, je vous le disais dans l'épisode 1, de saturation qui fragmente l'attention publique et déplace le centre du débat vers des éléments spectaculaires ou anecdotiques. Depuis 2019, la question dominante est devenue quel nom figure dans les échanges. Chaque nouvelle publication relance un cycle court d'indignation ciblée, les cycles courts, puis qui s'éteint. Et ça, c'est compliqué. Pendant ce temps, la cohérence des orientations intellectuelles documentées dans les emails récents reste périphérique dans le débat médiatique, surtout dans tous ceux-là qui découvrent. Or, ces documents 2026 confirment plusieurs éléments qui dépassent le simple scandale S. Ils attestent qu'en juin 2014, Epstein a financé le séquençage partiel de son propre génome dans le cadre d'un projet interne mentionné comme Vénus, je vous le disais, et ces échanges contiennent des termes qui sont pour le moins effrayants, et tous ces éléments ne relèvent pas d'interprétation extraine. Ils figurent dans les pièces versées au dossier, et pourtant, les gens n'en ont quasiment pas parlé. Le séquençage personnel n'est pas anodin dans ce contexte. Il intervient chez un individu qui, selon plusieurs enquêtes journalistiques antérieures, évoquait, je vous le disais, déjà l'idée d'ensemencer la race humaine et de transmettre son patrimoine génétique à grande échelle. Lorsque l'on juxtapose cette rhétorique à des journaux contenus dans les fichiers évoquant des grossesses, des enfants retirés, la question n'est plus morale, elle devient structurelle. Reproduction et pouvoir sont articulés dans les mêmes espaces relationnels. Et que ça se soit passé complètement à l'as, ça m'a surpris. Ce fil n'a jamais constitué le centre du traitement médiatique, alors qu'il est intrinsèquement connecté. L'attention s'est concentrée sur les actes qui sont établis depuis des années et sur les personnalités impliquées, mais on le connaît. Elle s'est par contre beaucoup moins attardée sur la possibilité qu'au sein de ce réseau, la reproduction ait été conceptualisée comme une extension stratégique du contrôle. Dans un environnement où les technologies d'édition génétique progressent, où les discussions sur les designers baby, les baby design et l'optimisation embryonnaire circulent dans des cercles technologiques et académiques, l'intérêt documenté d'un financier multimillionnaire pour la cartographie de son propre génome prend une dimension différente. Et pourtant, personne n'a voulu creuser. Il ne s'agit pas d'extrapoler, il s'agit d'observer une convergence documentée. Parallèlement, aucune rupture institutionnelle proportionnelle à l'ampleur des révélations n'a eu lieu. Aucun audit public global des circuits de financement académique liés aux dons post-condamnation. Aucune enquête systémique sur la circulation internationale des capitaux impliqués. Aucune remise à plat structurelle des environnements qui ont permis à un individu condamné en 2008 de continuer à financer, à voyager et à tisser des relations au plus haut niveau. Non. Et ça choque toujours pas plus de personnes. Des individus ont été exposés, des structures sont restées fonctionnelles. Et c'est ça le problème. Ce constat renvoie à une mécanique classique dans les affaires systémiques lorsqu'un nœud central devient trop visible. L'attention se focalise sur lui jusqu'à son effacement, tandis que l'architecture relationnelle se redistribue. Les réseaux d'influence ne disparaissent pas avec la chute d'un acteur, ils reconfigurent leur centre de gravité. Les financements changent de canaux, les interlocuteurs changent de nom, les idées circulent dans d'autres conférences, sous d'autres fondations, peut-être même sous d'autres termes, mais ça continue. Dans ce cadre, la mort d'Epstein en 2019 n'apparaît plus seulement comme la disparition d'un individu clé, d'un scandale S. Elle devient un point de transition dans la gestion d'un réseau devenu trop exposé. La neutralisation d'un visage public n'implique pas la dissolution des dynamiques qu'il a contribué à structurer. Et ça, il faut bien que ce soit clair dans la tête de tout le monde. La question qui demeure n'est donc pas simplement judiciaire, elle est stratégique. Si un dossier mêlant exploitation de mineurs, financement scientifique ciblé, séquençage génétique personnel et connexion internationale peut être absorbé sans effondrement structurel majeur, cela signifie que la continuité institutionnelle a prévalu sur la rupture morale. Le système
a donc encaissé le choc. Et lorsqu'un système encaisse un choc de cette nature, sans se désintégrer, il faut interroger non seulement ce qu'il a protégé, mais ce qu'il continue de permettre. Et ça, personne n'y pense. Ce qui a survécu à Epstein n'est pas un nom sur une liste. Ce qui a survécu, c'est la capacité d'une architecture de pouvoir à intégrer le scandale, à fragmenter la révélation et à maintenir la circulation d'idées liées au contrôle du vivant dans des sphères respectables. Et c'est le plus problématique. Si la prédation était le levier, la reproduction pouvait être l'horizon. Si la compromission était l'outil, la continuité biologique pouvait être l'objectif. Et si la fin d'un homme ressemble à une fermeture, la persistance de l'architecture impose une autre lecture. La question essentielle n'est pas qui est tombé, mais ce qui demeure opérationnel. C'est à cet endroit précis que l'affaire cesse d'être un fait divers historique et devient un indicateur contemporain. Je ne vais pas vous refaire ici le catalogue des horreurs, je le répète, que j'ai déjà documenté dans mon premier épisode consacré au Epstein File et dans de nombreuses vidéos dont je vous mets tous les liens en barre de description. Ceux qui suivent cette chaîne depuis des années savent que nous avons disséqué, analysé, confronté ces faits bien avant que 3 millions de pages ne viennent confirmer ce que beaucoup refusaient encore de regarder. Si certains découvrent aujourd'hui ce qui circulait déjà depuis 2008, libre à vous. Pour ma part, je n'ai pas attendu 2026 pour comprendre la nature du scandale et pour en parler et pour tenter de réveiller les consciences. Et je le redis ici sans détour, des individus capables d'organiser, financer et protéger pendant des années un système d'exploitation de mineurs à l'échelle internationale ne sont pas simplement des déviants. Ce sont des prédateurs structurés, insérés dans des architectures de pouvoir. Oui, j'utilise le mot monstre, pas par sensationnalisme, mais par cohérence morale. Dans mon épisode précédent, j'ai évoqué la chapelle de Little St. James, les références architecturales, la demande documentée des 3 fragments de la Kishwa, tissu sacré recouvrant la Kaaba à la Mecque, et la symbolique qui traverse cette affaire comme un fil invisible. J'ai été frappée par le fait que beaucoup aient préféré débattre de la prononciation, je le répète, d'un nom, plutôt que de s'interroger sur la signification d'un homme qui collectionne des fragments d'un objet religieux parmi les plus chargés de la planète. Je vous invite donc à revoir cet épisode si ces éléments vous ont échappé, car ce n'est pas, mais absolument pas, anodin. Quand un individu déjà condamné pour exploitation de mineurs fait ériger une structure symbolique sur son île privée, s'entoure d'objets sacrés arrachés à des lieux saints, parle de, je le répète, supériorité de gene pool, finance son propre séquençage génétique, évoque la reproduction comme projet et s'insère dans des cercles scientifiques obsédés par l'optimisation biologique, il ne s'agit pas d'un simple scandale S, il s'agit d'une vision du monde. Une vision où le pouvoir ne se contente pas d'accumuler de l'argent. Il sélectionne, il transmet, il sacralise sa propre domination. Et c'est précisément ici que le dossier dépasse la question qui est sur la liste. La véritable question est quelle architecture a survécu ? Epstein a été arrêté, Epstein a été supprimé du récit officiel, mais l'infrastructure qu'il a protégée, financée, introduite dans ses universités d'élite, connectée à des milliardaires, tolérée après 2008, cette infrastructure n'a pas implosé, elle s'est reconfigurée. Je ne crois pas à la version administrative de sa mort, je l'ai dit, je le redis. Les anomalies, les coïncidences, les discontinuités techniques et judiciaires sont trop nombreuses pour être intellectuellement ignorées. Et je ne suis pas surprise que circulent des hypothèses d'extraction, d'exfiltration, de survie, parce que dans les affaires systémiques, la disparition d'un nœud ne signifie pas l'effondrement du réseau. Mais même si l'on accepte le scénario officiel, le problème en vérité reste intact. Car un système capable de produire un individu comme Jeffrey Epstein, de le maintenir au cœur de réseaux scientifiques, financiers et politiques pendant des décennies, de l'insérer dans des projets liés à la génétique, à la reproduction, à l'optimisation biologique et d'absorber ensuite le choc de sa chute sans implosion visible, c'est un système qui ne dépend pas d'un seul homme. Et c'est là que se trouve tout le vertige. Si la prédation n'était pas seulement une perversion, si la reproduction n'était pas seulement une obsession personnelle, si l'appropriation du sacré n'était pas seulement une provocation esthétique, alors peut-être que le véritable projet n'était pas l'abus. Peut-être que l'abus était simplement l'outil. Et le projet, lui, continue
bel et bien à l'heure où on en parle. Et c'est pour ça que j'en ai un petit peu assez de ceux qui vous disent « Oh, on vous a sorti ces 3 millions de Epstein Files juste pour vous permettre de regarder de côté, pour vous empêcher de voir ce qui se passe de l'autre côté. » Mais déjà, qui vous prend pour ce genre de débile? Enfin, moi, je suis parfaitement capable de traiter l'information d'Epstein et dans le même temps de continuer à parler du transhumanisme, des crédits sociaux et des lois qu'on essaie de nous faire passer pour la surveillance de masse et du désir dont on débat pareil sur ma chaîne depuis des années pour l'élaboration du New World Order. Donc, je ne vois pas en quoi ceci gêne cela. Et un truc aussi que je trouve dingue, c'est de vous dire, alors on veut que les choses bougent, on veut que les dossiers sortent, il y a des gens qui ont travaillé parce que c'était pas gagné à ce que les dossiers des dossiers Epstein sortent, et maintenant quand enfin on a des avancées, il y a des gens qui te disent oui mais en fait c'est un placebo, c'est un leurre. Non, c'est un leurre quand on fait preuve de paresse intellectuelle et qu'effectivement, je sais de quoi je parle, 3 millions de documents pour trier, pour parler, pour avoir des choses à dire, pour confirmer. C'est un travail qui va beaucoup plus loin que de donner des opinions générales sur tout et n'importe quoi. Donc non, je pense que c'est important et qu'il ne faut pas penser qu'on vous a sorti ça pour regarder ailleurs. Non, mais qu'il faut vous appliquer à bien regarder ce qu'on vous a donné. C'est surtout ça le problème. Voilà, tout est fini et bien fini. Je ne m'attarde pas plus que ça. Je pense que tout est dit et bien dit. N'oubliez pas que le meilleur moyen de m'aider et d'aider cette chaîne, c'est de liker, de partager, de commenter et de booster parce que j'en ai besoin pour l'algorithme, surtout ces derniers temps avec ce sujet, c'est très problématique. Les petits nouveaux, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Plus on est nombreux, plus on est fort et plus on arrive à faire circuler des vérités. En attendant de vous retrouver pour nos dossiers du Mystère dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.